Puis ensuite, on verra en fonction des résultats quel va être son résultat. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est évident que si la coalition de droite, si Netanyahou perd les élections, est-ce que le Likoud voudra de nouveau aller à l'opposition avec lui alors qu'il a justement, il aura à ce moment-là 77 ans? Ça, je ne suis pas sûr, hein. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. On va beaucoup parler de la campagne électorale qui est de facto lancée, même si la dissolution du Parlement n'est pas encore actée. On est déjà, on peut le dire, en campagne électorale. Mais avant tout, avant de rentrer dans la vie politique, je voudrais avoir votre appréciation sur les derniers développements autour de l'affaire Roman Goffman, le candidat du Premier ministre au poste de chef du Mossad, qui a déjà été désigné par Binyamin Netanyahou depuis de longs mois, mais dont on va dire la nomination a toujours été remise en cause, on va dire, par différents facteurs, en particulier par la conseillère juridique du gouvernement, qui, au lieu de conseiller Roman Goffman ou le Premier ministre, eh bien, est en train de lancer ces derniers temps une véritable campagne pour empêcher cette nomination. Votre appréciation avec les derniers développements qui prouvent que, eh bien, il n'y a aucun reproche à faire à Roman Goffman? Non, mais il n'y a évidemment aucun reproche à faire à Roman Goffman. La question n'est pas de faire des reproches. La question, c'est que cette conseillère juridique est malheureusement, en fait, c'est une politicienne qui est dans l'opposition et qui fait tout ce qu'elle peut pour saboter le travail du gouvernement, ce qui est par ailleurs une trahison de son devoir professionnel vis-à-vis du public israélien. Il n'y a évidemment rien à faire de son devoir professionnel, de ses responsabilités face à nous, face aux 10 millions de citoyens israéliens. Elle s'est mis dans la tête qu'elle doit sauver, n'est-ce pas, la démocratie face à la démocratie, parce qu'en fin de compte, dans sa tête complètement tordue, c'est elle la démocratie, alors que le gouvernement, en fin de compte, c'est rien d'autre que, je ne sais pas, qu'un régime politique corrompu, enfin bon. Bref, On remarque de facto c'est le un même. scandale. Ça fait longtemps qu'elle devrait avoir quitté son poste. Et il faut trouver les moyens de la faire partir immédiatement. Parce que c'est pas. Et puis d'ailleurs, il faut changer il faut couper Voilà, alors c'est le, justement ça, c'est-à-dire il faut séparer la fonction de conseiller juridique du gouvernement de la fonction d'attorney général, comme on le dit en anglais, parce le qu'effectivement, parquet, en fait, là. voilà, il y a une véritable contradiction entre les deux fonctions. On l'a vu de manière très marquante avec Galid Barav Miara. Alors justement, permet de rentrer dans la vie politique. D'abord, est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel a encore le temps de voter une loi de ce type, qui était une des lois importantes, on va dire, de la réforme judiciaire de Yariv Levin? Alors, est-ce qu'on a le temps? Oui. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Parce que là, les ultra-orthodoxes, les Haredim, sont décidés apparemment à aller faire avoir des élections en septembre. Maintenant, je pense qu'il y aura une guerre en Iran dans les prochains jours. Donc, probablement que, en fin de compte, tout va être repoussé et que les élections auront probablement quand même. Alors, je ne sais pas, hein, je m'avance là. Mais disons qu'il y a en tout cas 50% de chances que les élections aient quand même lieu en octobre et que la Knesset puisse quand même continuer jusqu'au fin juillet. Si c'est le cas, peut-être qu'on va réussir à faire passer cette loi. Mais de toute façon, pour dire franchement, euh, vous savez, quand on fait des lois de ce type, et on en avait parlé beaucoup en 2023, Daniel, si vous vous souvenez, j'avais dit à l'époque de nombreuses fois qu'il faut absolument créer un consensus et absolument c'est de créer, de pas braquer tout le monde autour de ça, parce qu'on va rien réussir. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ma voix, qui à l'époque était une voix, on va dire, sur cette question, euh, je pense qu'on a essayé de passer en force que c'est un échec absolu et que ce qu'il fallait faire, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire les choses différemment et on n'a rien réussi à faire. Avec le retour, c'était un échec presque complet. On va voir si on arrive quand même à faire passer quelque chose, mais honnêtement, de ce point de vue-là, malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Alors, justement, la question que l'on se pose véritablement, à partir du moment où on rentre en campagne électorale, on le sent. Est-ce qu'il est exact de dire qu'il y a à l'intérieur du Likoud aujourd'hui des bruissements on va dire des bruits de révolte, on va dire des frémissements de révolte interne au sein du Likoud, peut-être même contre Binyamin Netanyahou, ou alors tout simplement contre son intention
de réserver une dizaine de places dans la liste électorale à des gens qui seraient des personnalités de son choix? Alors, vous savez, je pense que ça va être extrêmement compliqué de réserver une dizaine de places parce que ça va être la révolte totale. Personne ne va accepter ça au Likoud. Mais je pense que c'est le début d'une négociation. Vous savez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que Netanyahu arrive en disant je veux 10 places, puis il finira avec 5. Voilà, c'est un point de départ dans une négociation Mais, pour mais, arriver mais à quelque finalement, chose d'autre. finalement, Amir, sur la main sur le cœur, lorsque Binyamin Netanyahou réclame une dizaine de mandats, une dizaine de places de choix dans la liste électorale du Likoud, c'est presque légitime, puisque sans Binyamin Netanyahou, le Likoud n'aura probablement pas plus que 20 à 23 mandats. Donc les 10 places, elles lui reviennent de droit presque. Ah, moi, vous savez, vous connaissez mon opinion. Moi, je pense que tout ce système de primaire est corrompu, Oui. pourri et qui doit disparaître. Donc, Parce qu'en fait, moi, j'ai absolument aucun. on dit souvent au sein du Likoud que c'est la preuve d'un parti démocratique. Non, 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 moi j'y crois pas à cette démocratie Voilà. à deux balles. Là, c'est pas la démocratie, c'est un système ouvert où les gens qui dominent sont ce qu'on appelle en hébreu des askanim, c'est-à-dire des politicards de quatrième ligue à deux balles qui arrivent à faire rentrer, vous savez, des maires qui imposent en gros à leur à leur administration municipale de faire rentrer, de rentrer au Likoud pour obtenir des avantages face aux ministres du Likoud. Ce sont des groupes organisés par par l'Aïstadrout, c'est-à-dire par les syndicats. Il y a une espèce de secte pseudo-Kabbalah, je sais pas quoi, qui a fait rentrer ses membres dans le Likoud, enfin, etc., etc. Tout ça, C'est un peu c'est une la vaste cour au blague. miracle. Non, c'est une caricature, c'est une blague, c'est pas la démocratie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Toutes ces histoires, c'est juste une manière de faire organiser, en fin de compte, les questions purement internes au parti. Je ne pense pas que le Likoud, de ce point de vue-là, soit plus démocratique, pour faire simple, qu'un parti comme celui de Lieberman ou Yesh Atid de Lapid ou Yahadut Torah ou n'importe quoi. Tout ça, la démocratie, c'est face au public en général. Ensuite, des questions organisationnelles qui touchent à la politique interne d'un parti, ce ne sont pas la démocratie, oui ou non, d'une part, et d'autre part, je pense que surtout ça a des conséquences qui sont extrêmement difficiles et problématiques parce que on fait rentrer des gens, par exemple, comme Sasson Gouetta, le membre de la Knesset, qui n'a absolument rien à voir avec le Likoud, qui est un type de gauche, hein, même d'extrême gauche, qui l'a dit même publiquement. Il a dit que ses positions économiques et sociales sont celles de Naama Lazimi. Naama Lazimi, c'est probablement, en tout cas dans les partis juifs, on va dire, c'est la membre de la Knesset la plus à gauche. Elle fait partie du parti travailliste, mais même sur les 4 membres du parti travailliste qui sont à la Knesset, c'est elle qui est la plus à gauche. Je veux dire, c'est de ça qu'on parle. Oui, mais Et il vient, il vous va à la savez, télé, il dit ça euh, officiellement, il n'y a pas de problème. Vous comprenez je, ce que je veux dire? ouais, ouais, mais Pourquoi? Parce qu'il représente un groupe de pression. oui, par exemple, le fait est que dans cette histoire, il y a des gens comme vous dites, Sasson Gouetta. Je peux vous assurer, ça fait 4 ans que ce gouvernement existe, que la coalition existe. Je pense être assez bien informé sur ce qui se passe à l'intérieur de la Knesset et je ne peux pas dire que j'ai véritablement beaucoup entendu parler de Sasson Gouetta. Ah si, si, Sassone Gouetta, c'est lui par exemple qui a saboté la réforme du ministre Smotrich pour la réforme dans le marché des produits laitiers par exemple. Ah oui. C'est une catastrophe pour le consommateur israélien, une parmi d'autres. Il a causé des dommages considérables parce qu'il ne s'intéresse que à ça. En plus, c'est un type corrompu qui, à titre personnel, Alors comment on fait bénéficie. pour améliorer pour On ne modifier? peut pas améliorer. C'est un système, c'est pour ça. Est-ce que l'on revient au système de ce que l'on appelait la Vahadam et Saderet à l'époque de Oui, Menachem oui, Begin? absolument, Ou absolument. alors, Moi, de où mon point de on va vue, dire il faut c'est une équipe. supprimer tout ça. Voilà, c'est une équipe de hauts responsables du Likoud qui désigne la liste des gens Non, mais moi, j'irais même plus loin. Moi, je suis pour que Netanyahou, pour le chef du Likoud lui-même, décide de toute la liste, de A jusqu'à Z. Oui. Point. Comme c'est le cas, comme Lapid décide sa liste, comme Bennett décide sa liste, comme Lieberman décide de sa liste, comme Eisenkot décide de sa liste, etc., etc., etc. Ils décident tous de leur liste. Je vois aucune raison pour laquelle le Likoud serait différent. Et ça se passe mieux. C'est pas que c'est parfait, c'est jamais Alors, parfait.
Mais Alors, allons plus loin. Je parlais de Binyamin Netanyahou. Vous avez aussi ce sentiment que l'on dit que Binyamin Netanyahou est aujourd'hui fatigué, affaibli, peut-être même malade, et que il n'a plus, on va dire, le même punch pour mener à bien, on va dire, une nouvelle victoire électorale de son parti et de sa coalition? alors écoutez, d'abord objectivement, Netanyahou a 76 ans, 76 ans pour les Suisses, n'est-ce pas? Il Ouais, en aura 77 en octobre, donc au moment à peu près au moment des élections. c'est C'est plus, quand même pas tout jeune, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas encore faire un mandat. Trump a été élu alors c'est qu'il avait ça. 78 ans, si je ne me trompe pas. Je parle même pas de ou 79, je parle même pas aussi Biden la même chose. Donc bon, Netanyahou, on le voit, il est encore aux manettes, aux commandes, il peut encore rester au pouvoir quelques années. Mais enfin, d'un autre côté, c'était une évidence que le temps passe pour tout le monde, pour lui aussi. On a entendu ces questions de santé. Alors, voilà, il a son âge. C'est une force de la nature qui est extraordinaire, il faut quand même le dire. Bon, oui, il est pas, disons qu'il n'est pas aussi en forme qu'il était il y a 10 ans. Est-ce Ça me qu'on parle paraît au une Likoud? évidence. Est-ce qu'on parle au Likoud d'un après Binyamin Netanyahou? Est-ce que on réfléchit à des gens qui pourraient lui succéder et qui sont actuellement au sein du Likoud ou qui pourraient rentrer à l'intérieur du Likoud? Alors, écoutez, ça fait à peu près 30 ans qu'on parle de l'après Netanyahou au Likoud, tout le temps. Donc, on n'en parle pas. Pour l'instant, Netanyahou domine le Likoud. On verra après les élections. Ouais. A priori, je ne vois pas de raison qu'il ne se présente Est-ce pas. Il va que se présenter. Puis ensuite, on verra en fonction des résultats quel va être son résultat. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est évident que si la coalition de droite, si Netanyahou perd les élections, est-ce que le Likoud voudra de nouveau aller à l'opposition avec lui alors qu'il a justement, il aura à ce moment-là 77 ans? Ça, je ne suis pas sûr, hein. alors, On ne peut pas exclure, si vous voulez, un scénario d'une défaite mhm. aux élections, mais où le Likoud reçoit quand même, j'en sais rien, 25, 27 mandats, et qu'il y ait des gens qui disent, bon, écoutez, maintenant, l'intérêt national, c'est de faire un gouvernement de coalition nationale, pour faire simple, Avec des autres partis de centre. avec les autres partis. Voilà, avec Lapid, Eisenkot, Bennett, Lieberman, Netanyahou à titre personnel est devenu un obstacle. Donc on fait un coup, en fait, un coup d'État au sein du Likoud, une révolution de palais. C'est pas du tout exclu, hein. Alors Mais c'est intéressant ce que. pour l'instant, je dirais pas que, pour l'instant, Netanyahou reste très très fort au sein du Likoud, mais de nouveau, ça peut changer en cas de défaite électorale. Alors, c'est intéressant parce que ça me rappelle que dans la revue de la presse, on en parle d'ailleurs ce matin. Ça fait 30 ans que Benjamin Netanyahu est au pouvoir. Il est arrivé quasiment Le 26 mai voilà. 1996, il a été Voilà, élu. il Ça a va été faire élu le 30 ans. 26 mai 1996 au suffrage universel direct. Et on parle, c'est-à-dire dans le Israël Hayom, on parle des Binyamin Netanyahou. On dit qu'il n'y a pas eu un seul Binyamin Netanyahou au cours des 30 dernières années, qu'il y a eu plusieurs Binyamin Netanyahou. D'un Binyamin Netanyahou qui était au départ extrêmement chaleureux envers, par exemple, le système juridique israélien. Il est devenu, au fur et à mesure, beaucoup plus tiède et jusqu'à en être l'un des principaux opposants, en particulier depuis qu'il a été lui-même dans les maillons, on va dire, de la justice israélienne et qu'il a été inculpé par la justice israélienne. Vous pensez qu'effectivement, on a vu au cours des 30 dernières années plusieurs Netanyahou? Bien sûr, à plein de niveaux. Il y a des opinions qui ont changé. La question, je dirais, constitutionnelle plus que juridique, hein, est une question centrale. De mon point de vue, Netanyahou, et je l'avais dit aussi depuis des années, Netanyahou, pendant des années, a causé beaucoup de dommages, de dégâts dans ce domaine, parce qu'il a refusé, il a empêché, il l'a d'ailleurs dit lui-même publiquement, hein, il avait empêché tout changement que le Likoud était déjà prêt à faire, je dirais, en 2009. Mais il a empêché ça pendant les années. Et c'est d'autant plus une tragédie qu'à l'époque, ces questions n'étaient pas aussi clivantes qu'elles le sont aujourd'hui. Par exemple, Lapid lui-même, encore même en 2013-2014, hein, même 2015, je crois, était encore prêt lui-même à faire tout un tas de changements qu'aujourd'hui il appelle être des dangers à la démocratie et un blabla pseudo-politique, mais parce que simplement, Y ces compris, questions là, y n'étaient pas compris. clivantes politiques à l'époque. Et en Ouais. fait, Netanyahou a commencé à changer d'opinion après 2015, justement aussi quand lui-même a commencé à avoir ses problèmes. Et parce qu'il a changé trop tard et pour des raisons personnelles,
en fait, on a perdu des opportunités de faire les choses de manière consensuelle et le public israélien en aurait bénéficié. Et ça, c'est une de ses grosses responsabilités. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur, on va dire, l'aspect politique. On n'est pas encore rentré à 100% dans la campagne électorale, donc on aura certainement l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Qualitas ce matin. Bonne continuation et à bientôt. Merci.